Je sais qu'il y a des gens qui ont promis au professeur Cheikh Babou de venir, mais je sais aussi qu'il est conscient de l'honneur que vous lui faites en étant présent ici. Donc l'option est de commencer avec vous, qui nous avez fait l'honneur d'être là à l'heure, et ceux qui sont un peu en retard, pour des circonstances qui ne dépendent certainement pas de leur volonté, parce qu'il y a beaucoup de véhicules à présentement à Dakar. C'est un phénomène qu'il faudrait d'ailleurs étudier. Il y a trop de voitures et d'où ça vient, c'est intéressant. Hein? Sénégal revenu intermédiaire ou Sénégal dans les pays pauvres, il faudrait qu'on étudie ça. Donc c'est pour ça qu'on va commencer maintenant et à nouveau les autres nous rejoindront avant qu'on ait avancé. Je vous remercie tous donc d'être venus et je voudrais aussi exprimer mes remerciements vraiment si vous pouvez à une éminence de l'université sénégalaise, de l'université Cheikh Anta Diop en particulier, et qui a été la cheville ouvrière pour la formation de beaucoup d'historiens au Sénégal et en Afrique de l'Ouest francophone, et vous l'oubliez souvent, dans des pays comme les États-Unis. Je voudrais parler du professeur Boubacar Bari, à qui je dois quand même quelque chose. Vous savez, quand vous travaillez et que vous avez l'honneur d'avoir le professeur Boubacar Bari qui vient régulièrement s'intéresser à ce que vous faites, c'est un coup de fouet positif. Ça vous encourage à essayer de toujours faire plus et mieux. Et surtout, s'il se fait des amis à votre niveau et à niveau de tout le personnel, c'est un plaisir exquis de l'avoir. Professeur Diarama Djokadjal, merci beaucoup. Voilà. Bon, j'ai aussi notre abbé à côté de moi, mais comme j'ai déjà dit des choses l'autre jour avec Fiona, je ne voudrais pas vraiment beaucoup Mourous, parce que c'est aussi un couple extraordinaire qui travaille beaucoup avec nous, avec leurs enfants, et qui vraiment, par rapport au Sénégal, pas seulement Fatick, font preuve d'une générosité sur le plan intellectuel, mais sur le plan humain et personnel qu'il faudrait saluer. Ceci étant dit aussi, je salue tout le monde, Ibra Sen et tout le monde. Voilà, cher, je te remercie. Parce qu'on en a parlé, il m'a dit qu'il venait ici et je lui ai dit, mais cher, tu viens. Bon, mais on est disponible au WAC, tu fais une conférence. Et voilà, il réfléchit sur 2 titres et puis après je lui dis, c'est toi l'historien. Choisis le sujet que tu préfères. Et voilà, le sujet est là, il va le discuter avec vous. Alors, tout de suite aussi, on a discuté et il fallait savoir qui peut-être serait assis à côté de lui pour modérer. Et spontanément, on a lu des noms, mais le nom de Omar Gueye figurait parmi ces noms. Et je lui ai dit, si tu choisis Omar Gueye, c'est sûr et certain, s'il est à Dakar, spontanément, il va te dire oui. Omar, c'est ce qui s'est passé. Il se trouve aussi que Omar travaille souvent avec nous dans des projets que l'on conduit ensemble. Donc moi, après ces quelques mots, je vais me retirer et m'asseoir derrière, parce que vous appartenez au WAC, vous n'avez pas besoin de quelqu'un ici à la table et qui répond au nom du WAC. Donc voilà, la parole vous revient. Merci aussi. Merci Ousmane et bonsoir. Il me revient le redoutable honneur de parler en premier et surtout devant mes maîtres, le professeur Bari, il l'a dit tout à l'heure, donc à qui je renouvelle toute mon affection. Et le premier mot d'abord c'est au WAC. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici. Hein. Je dis toujours chaque fois que j'entre ici au WAC, ce n'est pas la même personne qui ressort. C'est depuis le restaurant jusqu'au directeur, c'est toujours le même sourire qui accompagne les gens, c'est toujours très vivifiant. Et on est sûr toujours d'être de bonnes mains, quoi, depuis les Abdoulaye, Tien, Marianne et tout le monde. Je sais que c'est un sentiment qui est partagé par tout le personnel, tous les gens qui fréquentent le WAC. Donc longue vie au WAC et vous pouvez toujours compter sur nous, sur moi en particulier. Donc ça c'est le premier mot que je dis. Donc ce n'est pas seulement les qualités humaines, mais les qualités de l'accueil, toute cette salle, la grande salle que nous avons ici, tout le dispositif. Merci encore Ousmane pour cette marque de confiance. Et surtout merci à Babou d'avoir tout de suite pensé à moi quand il s'agissait de modérer cette présentation. Et c'est lui qui va être le highlight, comme on dirait. Bon, Babou, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de beaucoup de mots pour le présenter.
c'est plus qu'un ami, c'est un frère. On a été co-disciples. On se connaissait au département d'histoire de nom, quoi. Parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était chez Ibadan. On préparait nos mémoires à l'époque. Et le professeur m'a dit, oui, Cheikh Anta Babou. Je dis, oui, je le connais. Parce qu'au département, tout le monde se connaît. Il y avait un Cheikh Anta Babou qui était toujours premier avec des mentions bien dans les années. Donc on se connaissait, quoi, dedans. Et aussi, il était avec Mbaye Ndiaye, les NI, les normaliens instituteurs à l'école normale supérieure. Donc j'avais Mbaye Ndiaye qui était dans la même classe que moi, avec les grands I. Donc, et Cheikh Babou. Donc c'est beaucoup de connexions qui font que tout de suite ça a pris, quoi. Et je me rappelle à ce moment-là, il a fait un mémoire, comment on dit, monumental, comme aime le dire le professeur Ibadan. Donc c'est toujours sur Bamba, donc qui est resté son champ d'études. Et ensuite, nos chemins se sont recroisés au Michigan. Donc à l'époque, j'étais à l'Université of Michigan, à Ann Arbor. Donc j'étais comme Fulbright. Bon, mais lui, il était dans le village d'à côté, quoi. À East Lansing avec les Ibrasset, donc ceux qui veulent être nos concurrents, là, bon, à MSU. Et il m'a fait l'honneur, je me rappelle à cette époque, de venir me rendre visite avec Fatim, Hélène et Pape Diop à l'époque. Donc il y a une vingtaine d'années de cela, ça ne me rajeunit pas. Donc depuis, on a eu l'honneur d'accueillir Bamba, qui vient enrichir la famille. Et c'est toujours, Baba, comme je dis avec le WAC, c'est toujours, depuis que je l'ai connu chez Ibadan, je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours le même sourire. Donc là, je n'ai pas beaucoup de mots pour le présenter. Et surtout, c'est un bon scientifique. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc il a fait un travail monumental sur le bouddhisme, en termes de problématiques, en termes de méthodologie, et avec d'autres, comme les Falungor, il y a Ousmane Khan, je crois, qui est là. Oui, il est là. Il y a Ousmane Khan qui est là, il y a Ibrasset et tous ces gens qui nous reviennent. Je ne conçois pas trop le fait de dire que c'est des gens qui sont perdus parce qu'il faut un travail extraordinaire. Et ils nous reviennent chaque fois. Ibra fait actuellement le Dakar Institute. Et Ousmane Seth m'a un peu, je ne sais pas, fait le même projet que moi. Parce que j'invite pratiquement, quand ils viennent ici, je les invite à rencontrer nos étudiants de master et de doctorat pour échanger sur des problématiques, sur des itinéraires de vie. Et c'est toujours très enrichissant pour tous. Et merci encore pour la disponibilité. Tout de suite, Ibrahim me dit, oui, je suis prêt à venir la semaine prochaine pour rencontrer les étudiants. Donc c'est beaucoup de générosité. Bon, je ne crois pas que je mérite autant de dégâts. Et je peux que les remercier pour tout ça. Et pour le sujet, on va voir aujourd'hui Little Sénégal. Il y a Ali Kheritaou, je crois, qui a parlé des Sénégalais de New York. Ousmane Khan aussi, je crois. Donc cette partie de l'Amérique que les Sénégalais ont plus ou moins conquis. Et qu'on est aujourd'hui peut-être en train de perdre avec l'argent qui vient, donc tous les gens qui viennent, Columbia, qui viennent s'investir dans ce... Voilà. Et surtout, c'est une identité aussi, pas seulement pour les Sénégalais, mais pour les Africains, donc de New York. Bon, la première fois que je visite ce quartier-là, je ne sais pas, j'avais un peu la chair de poule, j'avais le sentiment d'être chez moi. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, je vais ouvrir la voie et laisser à Cheikh le soin de développer tous ces points. Donc, merci Cheikh et bienvenue. Merci beaucoup Ousmane, merci beaucoup Omar. Je voudrais commencer par m'associer aux hommages rendus au professeur Marie. Il a été mon premier professeur à l'Université de Dakar et son livre Le Walo est l'un des premiers volumes de mon fonds bibliothécaire qui est jusqu'à présent avec moi. Je cherche les mots pour parler du professeur Marie. Parce qu'il réunit des qualités qui sont extrêmement rares chez les hommes de notre corporation. C'est-à-dire la rigueur scientifique, l'humilité et la générosité. Extrêmement rares. Les chercheurs dans le monde académique, les plus connus, les plus célèbres, sont déjà excentriques, asociables la plupart du temps, orgueilleux, méprisant envers les plus jeunes et les moins expérimentés. Le professeur Marie, c'est tout le contraire. Il disait tout à l'heure à mon petit bébé là-bas
Je disais tout à l'heure, est-ce que tu te rappelles de moi? Il est venu passer une nuit, 2 nuits avec moi à Philadelphie. À chaque fois que je viens à Dakar, je l'appelle, il est disponible, on va chez lui. Et là, le dernier repas que j'ai mangé chez lui avec sa dame qui nous a quittés, malheureusement, était le meilleur bororé que j'ai jamais mangé dans ma vie. Donc, c'est ça, professeur Baye. Ousmane est un ami, est un frère, mais surtout est un Sénégalais qui fait un travail extraordinaire pour les gens comme nous. Tous, nous tous, Ouatt est notre deuxième maison. Je disais à Omar tout à l'heure, je ne viens jamais à Dakar sans passer plusieurs fois, faire plusieurs passages au Ouatt. Dès que je quitte la ville, avant de rentrer chez moi à Scat Urbam, j'arrive ici pour voir qu'est-ce qui se passe, qui fait une conférence. Est-ce que je ne vais pas rencontrer un ami que je connais ici au Sénégal ou ailleurs? Et il nous a donné une place où on peut faire ces choses-là. Il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. Donc, c'est pour dire que Ousmane et son staff, Ablaye, Marianne et les autres, il n'y a pas de prix pour payer l'effort, le service qu'ils nous rendent. Donc la meilleure chose que nous pouvons faire pour eux, c'est les aider à animer scientifiquement cette place. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour les aider. Donc je voudrais donc ouvrir cette discussion avec vous. Et bien évidemment, je vous remercie tous là d'être présents. Je sais que vous avez tous une multitude d'obligations. Et c'est parce que vous avez décidé de faire de cette rencontre-là une priorité que vous avez trouvé le temps de venir ici. Je crois que la publicité, l'affiche est sortie il y a une semaine. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont dû barrer des activités pour venir ici. Et je vous suis reconnaissant pour ça. Donc, le thème que je présente aujourd'hui fait partie d'une recherche de grande envergure sur les migrations et immigrants sénégalais à travers l'Afrique, en France et aux États-Unis. Il existe une abondante littérature sur les migrations africaines, mais celle-ci se concentre surtout sur les questions économiques et politiques. D'importants aspects, surtout culturels, échappent à l'attention des chercheurs. Dans ma recherche, je mets un accent particulier sur ces discussions sur ces dimensions encore peu étudiées. En effet, l'historiographie récente des migrations africaines et la couverture médiatique se focalisent sur deux aspects de cette migration. L'invasion de l'Europe par des hordes de réfugiés africains et soi-disant immigrants illégaux. Je dis illégal parce qu'un homme ne peut pas être illégal, de toute façon. Donc le concept immigrants illégaux, lui-même est un problème qu'il faudra discuter. Et sur le bilan de l'immigration. Le livre récent de Stephen Smith, c'est un livre qui est sorti en 2018, au titre évocateur, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route vers le vieux continent. Un livre qui, étonnamment, a été bien accueilli par les hommes politiques au plus haut sommet de l'État, surtout en France. Emmanuel Macron d'ailleurs a dit que voici un livre de chevet, que tout un homme d'État européen doit lire. Et les intellectuels comme Alan Frankfurt, des philosophers, également est sorti pour dire que c'est un livre d'une importance extrêmement centrale pour tous ceux qui veulent connaître, tous ceux qui veulent anticiper ce que l'Europe deviendra peut-être dans quelques décennies. Et pourtant, malgré la clameur sur le soi-disant péril de l'immigration africaine pour l'Europe, 70% des migrants africains restent sur le continent. Pour chaque migrant qui traverse les frontières du continent africain, 2 autres migrants traversent les frontières de notre pays africain. Selon la Banque mondiale, l'Afrique a le taux de migration interne le plus élevé au monde, avec notamment 3 migrants africains sur 4 qui vivent dans un autre pays d'Afrique. Pour vous donner un exemple, il y a plus d'immigrants sénégalais en Gambie qu'il y en a en France. La grande majorité des immigrants et réfugiés africains vivent dans un pays frontalier de leur pays d'origine. Je peux vous donner une multitude d'exemples. Le cas de Somaliens au Kenya, le cas de Guinéens et Mauritaniens au Sénégal, le cas de Sud-Soudanais en Ouganda. Donc tous ces immigrants, tous ces réfugiés-là vivent dans un autre pays africain. L'autre aspect saillant des études sur les migrations africaines, et particulièrement sénégalais,
c'est les envois d'argent et la fuite des cerveaux. Les chiffres récents de la Banque mondiale et d'autres institutions révèlent que l'argent envoyé par les immigrants sénégalais couvre 12% du produit intérieur brut du Sénégal. Il y a également le débat sur la fuite des cerveaux, qui se focalise sur la saignée intellectuelle que l'Afrique subit, déplorant le fait que des cadres de haut niveau, formés sur le continent aux frais du contribuable, continuent de quitter l'Afrique pour s'installer en Occident. Il semble que certains de ces fuyards de cerveau-là sont là. Et ce sera l'occasion peut-être dans les discussions de nous défendre, moi-même et les autres. Donc ce qui est regrettable, dans les études sur l'immigration africaine, surtout la littérature produite par les ONG, les think tanks et les autres recherches scientifiques financées par des donneurs occidentaux, c'est qu'elle renforce le discours afro-pessimiste. L'impression créée, c'est que l'immigrant africain partout constitue un problème. Partout où il se trouve, il se complaît dans une économie de l'extraction. Il représente un fardeau qui ne contribue rien dans son pays d'accueil. Dans ma recherche, j'explore les contributions multiformes des immigrants sénégalais sur l'économie et la culture de leur pays d'accueil. Je mets un accent particulier sur leur impact sur l'espace de vie et la stratégie qu'ils déploient pour se faire une place en terre étrangère. Mais avant de poursuivre la réflexion, il est important de clarifier deux concepts clés de ma pensée. Il s'agit des notions d'espace et de place. Ma conception des concepts d'espace et de place est inspirée par le travail de géographes culturels, de sociologues, d'historiens et de spécialistes des sciences religieuses qui conçoivent la place ou le lieu comme une réalité construite. Alors que l'espace est généralement perçu comme une entité géométrique, abstraite, principalement définie par des variables telles que la taille, la forme, la surface ou la direction, la place ou le lieu apparaît en revanche comme un site où des expériences biographiques se sont accumulées. Et je cite ici, un produit de l'initiative humaine. Alors que l'espace échappe à l'interprétation culturelle, le lieu ou la place, en revanche, acquiert son sens à travers des valeurs culturelles infusées. Il est le résultat d'une agglomération de sens. En résumé, c'est le pouvoir de transformation des personnes et de leurs pratiques, des objets et des symboles, qui transforment un espace en un lieu ou place. La place incarne à la fois des qualités physiques et sémiotiques. Plus tard, j'expliquerai le rôle des pratiques économiques, religieuses et culturelles des immigrés sénégalais, surtout mourides, dans la reconfiguration de l'espace à Harlem. Mais avant d'en arriver là, il est important de faire l'historique de l'immigration sénégalaise en Amérique. Si je ne fais pas ça, alors je ne serai pas un historien. Parce qu'un historien, quand même, doit un peu nous donner une profondeur historique de ce qui se passe. Pour beaucoup, l'immigration sénégalaise aux États-Unis se confond avec l'arrivée des Modou à New York au milieu des années 70. Mais en réalité, l'immigration sénégalaise volontaire aux États-Unis a démarré plus d'un demi-siècle plus tôt. J'insiste ici sur le mot volontaire, parce que, comme vous le savez, le premier bateau à transporter des esclaves africains directement de la côte de l'Afrique aux Caraïbes en 1515 est parti de la région de Sénégambie. D'autres cargos suivront, forçant la subjugation de plus de 15 millions d'Africains dans les plantations de l'Amérique du Nord, du Sud et des Caraïbes. L'immigration volontaire sénégalaise commence durant la première moitié du XIXe siècle. Thianis Ley, un matelot dans la marine marchande française originaire de Rufisque, dont l'histoire nous est racontée par le diplomate et romancier sénégalais Lamine Diakhaté, est l'un des précurseurs de cette immigration qui s'est déroulée pendant la période coloniale. Thianis s'est installé à New York avec 4 autres compatriotes marins, comme lui, en 1919. Ils seront joints par d'autres matelots travaillant dans la marine marchande de Vichy et capturés par les Alliés pendant les hostilités de la Deuxième Guerre mondiale. Le champion du monde de boxe, Mbarik Fall, plus connu sous le nom de Battling Siki, est peut-être l'immigrant sénégalais le plus célèbre aux États-Unis pendant la période coloniale. Siki, rendu célèbre par sa victoire historique sur le champion parisien Georges Carpentier, a émigré aux États-Unis en 1223 pour poursuivre sa carrière. 1923.
1923 pour poursuivre sa carrière. Il se maria pour acquérir la citoyenneté américaine, mais fut assassiné en 1925. La présence de ces pionniers de l'immigration sénégalaise aux États-Unis n'a pas échappé à l'attention des observateurs. Dans un livre publié en 1939, le sociologue noir américain Ira D. Reid mentionne pour la première fois la présence d'immigrants sénégalais à New York. L'accès du Sénégal à l'indépendance marque une autre étape dans l'immigration aux États-Unis. Celle-ci concernait principalement des étudiants. La France était naturellement et demeure la destination prisée des Sénégalais souhaitant poursuivre des études supérieures. Mais un petit nombre de Sénégalais a pu cependant s'inscrire dans les universités nord-américaines, notamment à Howard University, où le président Senghor a été fait docteur honoris causa en 1966. Et cette cérémonie-là, cette rencontre entre Senghor et Howard University, qui se situe à DC, Washington DC, et qui est une université noire, a permis la formation de l'Institut afro-américain à Dakar, et cet institut a envoyé plusieurs étudiants aux États-Unis, certains d'entre eux faisant leurs études à Howard, mais certains d'autres à l'Université de Chicago et à l'Université de Boston. D'autres Sénégalais partant de la France sont également allés aux États-Unis dans les années 60 pour continuer les études. Mais la massification de l'immigration sénégalaise aux États-Unis commence avec l'arrivée des Modou au milieu des années 70. Les premiers marchands à s'installer à New York étaient des vendeurs d'objets d'art. Ces marchands étaient en majorité des disciples mourides, fils de commerçants installés à la rue Mohamed V à Dakar. Mais ils incluaient également des femmes. Ils étaient tous des saisonniers, séjournant aux États-Unis pendant l'été et une partie de l'automne, et retournant au Sénégal avant l'expiration de leur visa au début de l'hiver. Graduellement, certains de ces saisonniers se sont sédentarisés. Leur nombre continuera de croître, certains arrivant directement du Sénégal et d'autres venant d'Abidjan, de Libreville et d'autres contrées en Afrique. Entre 1978 et 1987, le nombre de Sénégalais résidant à New York passa de 1000 à 6000, soit une augmentation de 600% en 9 ans. Ils étaient tous entrés dans le pays avec un visa temporaire de touriste. Ces immigrants, dont le nombre continuera de croître, leur nombre est maintenant peut-être d'environ 40 à 50 000. Très difficile de connaître le nombre exact, parce que dans les statistiques américaines, on ne compte que les gens qui se signalent, mais ceux qui n'ont pas de documents et qui ne se signalent pas, il est très difficile de le compter. Mais je crois qu'à peu près, on peut les évaluer entre peut-être 40 000, 50 000, peut-être un peu plus, parce qu'en 2009, le yearbook, c'est les statistiques annuelles des immigrants aux États-Unis signalaient qu'il y avait 25 000 Sénégalais. Donc à peu près, peut-être en 10 ans, ils ont pu augmenter de moitié ou plus. Ces mots donc donneront à l'immigration sénégalaise aux États-Unis l'image qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Cette image se définit par deux choses, leur profession et leur style de vie. Les hommes étaient tous des vendeurs de rue, et les femmes, dont le petit nombre n'a cessé de croître pour atteindre aujourd'hui celui des hommes, vont ouvrir des salons de tresse. Ce qui est particulier dans l'immigration des Sénégalais aux États-Unis, c'est que c'est la seule diaspora sénégalaise où le nombre des femmes est comparable au nombre des hommes. Partout ailleurs, les hommes dominent actuellement. Et ça, c'est une constatation que j'ai faite par mes propres observations, mais également en discutant avec les chefs des associations. Dambabou est là, que vous connaissez bien, Dambabou, mais qui est également journaliste et beaucoup de choses, consultant et beaucoup de choses. Et dans mes mois, nous discutons toujours de ces idées, ainsi que le président de l'association des Sénégalais en Amérique. Et sans vraiment une étude scientifique, nous avons tous conclu que ce qui se voit aux États-Unis est ne se voit pas ailleurs. Le nombre de femmes qui presque est équivalent au nombre d'hommes, c'est vraiment particulier de la diaspora sénégalaise aux États-Unis. Donc, comme ils le faisaient à Dakar et dans d'autres grandes villes africaines et en France, les immigrants élurent domicile dans les grandes rues et avenues de Midtown Manhattan. Ils installaient leur étal ou déployaient leurs valisettes pleines de montres, de lunettes, de sacs à main de femmes et de gadgets de toutes sortes devant les boutiques haut de gamme et les sites fréquentés par les millions de touristes qui visitent New York chaque année. Ils attirèrent l'attention des journalistes qui s'émerveillaient avec sympathie de leur esprit d'entreprise, de leur accoutrement et manières étranges.
Les New-Yorkais qui se demandaient comment ces Africains-là pouvaient gagner leur vie avec leur modeste commerce leur montraient également une certaine affection. Mais cette compassion n'était pas partagée par les membres de l'Association des commerçants et entrepreneurs fonciers de New York, et surtout, quelqu'un dont le nom est toujours dans les médias aujourd'hui, Donald Trump. J'ai entendu le nom de Donald Trump pour la première fois en interviewant les Sénégalais. Ils m'ont dit que dans les années 80, c'est Donald Trump qui était vraiment le diable pour nous, parce que c'est lui qui dirigeait les gens contre, donc qui mobilisait la mairie et la police contre les immigrants africains. Donc, ces gens-là reprochaient aux Sénégalais d'avoir transformé la belle 5e avenue au cœur du quartier des magasins luxe de Manhattan en un Istanbul occidental. Sous leur pression, la municipalité de New York adopta des mesures draconiennes contre la vente dans les rues. En 1986, une unité spéciale de la police de New York, connue par les immigrants sous le nom de Alpha, fut formée pour éradiquer la vente illégale dans les rues. D'autres mesures administratives furent prises pour organiser le secteur. Des Sénégalais furent arrêtés et déportés. Beaucoup s'enfuirent pour s'installer dans le quartier du Bronx, où leur interaction avec les immigrés dominicains aura un important impact sur leur vie. Dans le Bronx, les immigrants sénégalais apprirent deux choses. Première chose, le métier de gypsy, taximan, et deuxième chose, la possibilité de louer des appartements. À leur retour à Harlem, beaucoup d'immigrants se reconvertirent dans le métier des taxis gypsy, qui est devenu aujourd'hui le deuxième métier le plus populaire chez les immigrants sénégalais aux États-Unis après le commerce. Ces taximens rendaient un service inestimable aux populations pauvres de New York qui vivaient dans des quartiers non desservis par le métro et où les taxis officiels ou Yellow Cab n'osaient pas s'aventurer à cause de la violence chronique. Dans le courant des années 90, et ça nous vient de la couverture que Dame faisait sur les assassinats de chauffeurs sénégalais, Dame nous apprend que 43 Sénégalais chauffeurs de taxi ont été tués à New York dans les années 90. La tuerie a diminué, mais comme la presse sénégalaise en fait écho de temps en autre, le chauffeur de taxi sénégalais continue à encore d'être victime de la violence dans les quartiers chauds des villes américaines. Le séjour des Sénégalais dans le Bronx a également affecté le choix résidentiel. À leur arrivée à New York, les immigrants sénégalais vivaient dans des hôtels à long séjour délabrés, où plusieurs adultes partageaient une chambre, comme c'était le cas à Gare de Lyon à Paris dans les années 80 et la résidence Prealpino à Brescia en Italie. Ne pouvant pas s'exprimer en anglais et vivant séparés de la société américaine, ces Sénégalais-là ne savaient pas qu'il leur était possible de louer des appartements. C'est durant leur séjour dans le Bronx qu'ils apprirent qu'en fait cette possibilité existait pour eux. Dès le retour à Harlem, à la fin des années 80 et au début des années 90, les immigrés sénégalais abandonnèrent leurs hôtels, dont le plus célèbre était le fameux Hôtel 110, pour commencer à s'installer dans la zone aujourd'hui connue sous le nom de Little Sénégal. Harlem était alors no man's land. La détérioration du quartier qui avait commencé depuis la fin de la période de Harlem Renaissance avait atteint son paroxysme. Les rues étaient sous le contrôle de gangs de vendeurs de drogue. Le taux de criminalité était le plus élevé des villes des États-Unis. En 1990, Harlem avait perdu 3/4 de sa population de 1950, passant de 540 000 à 100 000 habitants. Le quart des habitations de Harlem étaient abandonnées. La seconde renaissance d'Harlem a commencé avec le maire David Dinkins, qui fut maire de 1990 à 1993. Dinkins est également le maire qui avait dédié la journée du 28 juillet à la célébration de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba à New York. Les Mourides, en effet, ont été les premiers à s'installer à Harlem à la fin des années 90, profitant de l'éclaircie offerte par la gestion de Dinkins, mais ils faisaient face également à la violence endémique. Harlem restait encore, pour beaucoup, un quartier infréquentable. Mais malgré la violence, Central Harlem était idéal pour la plupart d'entre eux qui travaillent au centre-ville, du fait de la courte distance et de l'abondance des lignes de métro. Il faut ajouter que la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba et les souffrances qu'il a subies entre les mains des Français constituaient une inspiration pour beaucoup de ces mourides qui voyaient un parallèle entre leurs conditions de vie difficiles et l'itinéraire de vie de leur guide spirituel.
L'installation des Sénégalais à Harlem favorisa l'arrivée d'immigrants maliens, guinéens, nigériens et plus tard ivoiriens et d'autres immigrants originaires de l'Afrique occidentale francophone. La concentration des immigrants africains donnant à la section de la rue 116 entre boulevard Frédéric Douglas et boulevard Malcolm X des saveurs africaines particulières assaisonnées par les langues parlées dans les rues. Je veux parler du Wolof, du Bamana, du Manding, du Peul, du Songhai, du Hausa, etc. Et les couleurs de leurs accoutrements, l'odeur des repas préparés dans les restaurants et les maisons et la musique jouée dans les voitures qui passent et dans les boutiques. Je comprends Omar Gueye tout à l'heure, quand il m'a dit qu'il est allé à Harlem, je suis sûr c'est cette section de 116 dont je parle, mais tu penses que tu es quelque part à Colobane ou à Sandaga. Les échos d'ivoire que tu entends, c'est le Wolof, c'est le Fulbe, c'est le Bambara, mais également ce que les gens portent, les repas, les musiques, c'est les Kassaïd, mais c'est également Youssou Ndour, c'est Baaba Maal, etc. Donc c'est véritablement une sorte d'Afrique à l'intérieur des États-Unis. Donc West 116 Street à Harlem incarne les cultures africaines d'une manière vue nulle part ailleurs dans la diaspora et permet aux immigrants africains de s'insérer dans l'espace multiculturel américain. On sait que c'est à travers leur empreinte sonique, leur tradition culinaire et vestimentaire et leur expression artistique que les immigrants partout transforment un espace étranger et aliénant en une place familière. Mais cette transformation n'est pas sans aspérité. En effet, les immigrants africains et leurs voisins africains-américains entretiennent parfois des relations très tendues. Ces tensions sont dues à l'incompréhension mutuelle entre les deux communautés et l'influence de la culture américaine ambiante où le racisme et le préjudice contre les Noirs américains restent encore prégnants. L'installation des Sénégalais et des Africains de l'Ouest à Harlem contribua à la formation d'un enclave culturel et économique connu aujourd'hui sous le nom de Little Sénégal ou Petit Sénégal. L'accroissement du nombre de résidents favorisa le développement d'une économie de niche adaptée aux besoins des immigrants et l'émergence d'une nouvelle culture de rue. Certains immigrants louèrent des magasins au rez-de-chaussée de leur immeuble où ils ouvrirent des restaurants se spécialisant sur la cuisine africaine. C'était le cas de Soubedjoum, un des premiers restaurants ouverts à Harlem, mais également a été ouvert par Youssou Thiam, qui est l'un des disciples mourides, pionniers de l'immigration, mais également la Marmite, que Sokhna, Africa Kiné, le Baobab et plus récemment les ambassades. Le marché créé par les restaurants et la population croissante favorisa l'ouverture de boutiques et supermarchés spécialisés dans la vente des produits et condiments africains. À côté des boutiques et des restaurants, s'installèrent des ateliers de tailleurs et des salons de presse. Des grandes places se formèrent surtout pendant l'été où les Sénégalais consacraient leurs jours de repos hebdomadaires à jouer au damier et à la belote, partageant ataya et café touba jusque tard dans la nuit. Le plus célèbre de ces grandes places était appelé Nations Unies. Union africaine, je pense, aurait été un nom certainement plus approprié, puisque tous ceux qui fréquentaient ces places-là étaient des Africains de l'Afrique occidentale. Cette présence quotidienne dans la rue constituait un gêne pour les vendeurs de drogue qui graduellement abandonnèrent cette section d'Harlem. La présence des Sénégalais et d'autres musulmans africains contribuait également à imprimer une certaine identité musulmane à Harlem. J'ai parlé tout à l'heure de restaurants et de boutiques. Ces restaurants sont fréquentés par des populations d'Harlem de toute confession, mais tous offrent des produits qu'ils appellent halal et s'abstiennent de vendre de l'alcool ou du porc. L'identité musulmane de Little Sénégal était renforcée par la présence de la mosquée Malcolm Shabazz, située au centre de l'enclave sénégalaise. Cet ancien temple de la nation de l'islam, transformé en mosquée, servait à la fois de lieu de prière et de centre social pour les Sénégalais. C'est là-bas où les disciples mourides et tidjanes amenaient leur guide religieux en visite. Serigne Abdul Aziz Sy Dabakh, comme Cheikh Mokhtar Mbacké, y ont dirigé des prières. C'est également en ce lieu que les Sénégalais organisaient leur magal et gamou avant d'acquérir leur propre Kër Serigne Touba, Galle Cheikh pour les disciples de El Hadji Omar Tall et Zawiya El Hadji Malick Sy pour les disciples de El Hadji Malick Sy. Mais l'événement le plus marquant de la vie intellectuelle, culturelle et religieuse sénégalaise à Harlem demeure Amadou Bamba Day, qui est célébré chaque année pendant la semaine du 22 au 28 juillet.
J'ai indiqué plus tôt que le maire David Dinkins et le député Charles Rangel, qui est le représentant de New York au Congrès américain, ce sont ces deux-là donc qui ont consacré le 28 juillet, jour de célébration de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Il appartenait donc aux mourides de donner un contenu à l'événement célébré depuis 1989. Ahmadou Bamba Day représente la synthèse de deux traditions. D'une part, aux États-Unis, les municipalités ont la tradition de dédier des journées particulières à des personnages historiques ou de marque. D'autre part, chez les mourides, la performance mémorielle autour de la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba sur la sphère publique a été pendant longtemps un moyen de se faire une légitimité urbaine. On peut citer les 2 rakas de Saint-Louis, mais également les différents mandats organisés à Dakar, mais aussi à Libreville, au Gabon, etc. Les mourides voulaient donner une signification tangible à l'honneur qui a été fait à leur chef. Et c'est à travers ce prisme qu'il faut lire les activités marquant la commémoration d'Ahmadou Bamba Day. 2 événements phares marquent cette commémoration. La procession du 28 juillet et la conférence au siège des Nations Unies. Feu Cheikh Mourtala Mbacké, le plus jeune fils du fondateur de la Mouridiyya et envoyé du calife des Mourides à la diaspora, insistait particulièrement à ce que tous les disciples mourides participent à la procession. Et notamment, je le cite ici, ce jour est unique en ce que les musulmans ont le pouvoir d'évoquer le nom d'Allah dans les rues de New York. Et il ajoutait, ce jour est un jour pour l'islam qui montre que Cheikh Ahmadou Bamba a travaillé pour tout le monde. Les marcheurs, eux, partent de Kër Serigne Touba pour longer l'avenue le plus animée de New York, Adam Clayton Powell Boulevard. Et cette procession mobilise des centaines de marcheurs, qui mobilise des centaines de marcheurs, est un événement unique en son genre. Elle inclut exclusivement des immigrations sénégalaises et leurs familles. Ni participes ni majorettes, ni fanfares, ni fanaux, qui constituent les principaux ingrédients des multiples parades organisées à New York chaque année par diverses communautés. On ne sait pas combien de parades il y a aux États-Unis. Des tonnes pour les Irish, les Irlandais, pour les Latino-Américains, etc. Presque tout le monde a sa parade. Mais dans chaque parade, il faut un majorette avec son bâton. Il faut une fanfare. Il faut des fanaux. Il faut des choses comme ça. Chez les mourides, ça n'existe pas. Il y a les hommes qui marchent, les femmes qui marchent derrière, les femmes habillées en blanc, les hommes habillés en tunique africaine. On fait le zikr et on exhibe des photos de Serigne Touba et on marche. C'est ça, la marche mouride. Donc c'est assez singulier. Et les gens qui passent le long de la trajet, à chaque fois ils vous demandent mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que pour eux c'est pas normal. S'il y a une parade, une procession, il faut cette fille-là avec son bâton, il faut les fanfares, la musique, il faut tout ça. Et à chaque fois, j'ai été dans cette marche plusieurs fois et j'aime répondre, j'aime un peu voir l'impression des gens dans la rue. Et à chaque fois, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis mais c'est la marche des talibés mourides ici. Et qu'est-ce que c'est que ces talibés mourides? Parce que pour eux, c'est pas normal. Une marche, il faut ces ingrédients-là. Donc, mais comme nous le rappelle l'anthropologue Prina Wagner, à propos des processions de soufis pakistanais à Londres, le zikr non seulement purifie le cœur et l'âme des marcheurs, mais également il sanctifie le sol, les bâtiments, les rues et l'espace qu'ils traversent. Je pense que cette observation s'applique également aux mourides. Beaucoup d'entre eux croient que les multiples visites de Cheikh Mourtada à Harlem et le sang maudit des Khassaïd d'Ahmadou Bamba ont contribué à la pacification d'Harlem. Ils voient un lien direct entre la puissance thérapeutique de leurs prières et l'amélioration des conditions de vie à Harlem depuis leur installation dans ce quartier de New York dans les années 80. Les marcheurs portent des étendards et des photos d'Ahmadou Bamba, de sa mère, Mame Diarra Bousso, et de différents dignitaires mourides. Les slogans écrits sur les bannières sont inspirés par des versets du Coran, des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba et dans la vie politique américaine. Et c'est ça qui est plus intéressant chez moi. Il y a des slogans que vous ne verrez jamais au Sénégal. Et je vais les lire pour vous. L'un des slogans dit... Bon, et ça, les mourides, vraiment, tout le monde des Sénégalais presque sont au courant de cette citation de Cheikh Ahmadou Bamba. Certainement, le verset le plus cité de ses écrits, et je le cite ici, « Ne laisse pas ma condition d'homme noir te détourner de mes écrits.
la noirceur de la peau ne signifie pas la faiblesse de l'esprit. D'autres slogans inspirés par le contexte aux États-Unis disaient « L'islam condamne le racisme et le tribalisme ». Vous ne verrez pas ce slogan ici. L'islam condamne le racisme et le tribalisme. Un autre slogan disait « Cheikh Ahmadou Bamba est un musulman africain, apôtre de la non-violence ». Donc ces slogans vous montrent clairement que ces Sénégalais savent là où ils vivent. Ils connaissent très bien les discours et ils ont une image de l'islam qu'ils veulent présenter. Donc ils ont un agenda dans cette marche-là. C'est la religion, mais elle est plus encore que la religion. Et c'est leur manière de s'inspirer également dans le, de se revendiquer un rôle de citoyen américain qui a également sa voix au chapitre et qui a également le droit de s'exprimer. Donc ces slogans montrent la détermination des Mourides à manifester leur triple identité, de Noirs aux États-Unis, de musulmans enracinés dans la culture soufie sénégalaise, mais également de citoyens américains conscients de la situation politique de leur pays. La conférence aux chaises des États-Unis, qui se tient le même jour que la procession, constitue un événement phare d'Amadou Bamba Day et joue le même rôle d'insertion des Mourides dans l'espace multiculturel américain et ici même mondial. Malgré le coût élevé de l'organisation de l'événement qui se tient sur le même lieu depuis 2 décennies, les Mourides tiennent à l'y maintenir. Ils comprennent le symbolisme du siège des Nations Unies. D'ailleurs, Serigne Mamour Mbacké, qui préside l'événement, insiste particulièrement sur l'utilisation à côté du Wolof des langues officielles de l'ONU, comme l'arabe, le français et l'anglais pour la délivrance des communications. Toutes ces activités, à mon avis, participent à la construction d'un espace sénégalais et mouride à New York. Dans l'ensemble, les Sénégalais ont joué un rôle central dans la revivification d'Harlem. Ils ont été les pionniers de sa nouvelle renaissance. Ce rôle est reconnu par les chercheurs comme Paul Storer, un anthropologue, qui considère que les Sénégalais sont les aristocrates des commerçants africains à Harlem. D'autres, comme Linda Beck et Nzeyn Abdallah, parlent du rôle des commerçants et entrepreneurs musulmans sénégalais qui ont ouvert les magasins fermés et abandonnés par les citoyens d'Harlem. Cette opinion est également partagée par les autorités administratives de New York. Dans les années 90, le commissaire municipal chargé du développement économique de New York évoquait le rôle des boutiques de tissus africains, les agences de voyage et les centres d'appel ouverts par les Sénégalais dans la globalisation de l'économie d'Harlem. Plus récemment, et ça c'est simplement le 28 juillet dernier, le président du borough de Manhattan, Gail Brewer, magnifiait la contribution des Sénégalais dans l'enrichissement culturel d'Harlem à un moment de son histoire où nul n'osait s'aventurer dans le quartier d'Harlem après le coucher du soleil. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'Africains résidant dans l'île du Sénégal pensent que les jours de cette enclave sont comptés. Lors de mon dernier séjour à New York, il y a 3 semaines, j'ai été stupéfait par l'atmosphère ambiante dans les rues, où blancs et noirs et asiatiques se mêlent. Cela m'a choqué dans la mesure où mon première visite à Harlem était en 1996. J'étais dans le métro, partant de Broadway, qui était le siège social de l'économie mouride, et venant à Harlem, qui était la zone résidentielle. Je me suis rappelé qu'à un certain moment, il n'y avait plus de blancs dans le train. Et c'était étrange. Et lorsque je suis arrivé à Harlem, j'ai dit aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais dans le train, il y a plein de blancs et de noirs, et à un certain moment, il n'y a plus de blancs. Ils m'ont dit, ah, mais tu as traversé 96, 96, oui, j'ai traversé 96 puisque je viens à 116. Ils me disent que c'est la frontière. Tous les blancs descendent avant 96 et le reste, c'est les noirs. Donc, quand je suis venu à Harlem, j'ai été choqué de voir que jusqu'à minuit, de jeunes couples blancs, asiatiques, traînent dans les rues avec leurs poussins et leurs enfants, etc. Vous tournez autour, vous voyez des bars, vous voyez des restaurants pour végétariens, pour vegans, vous voyez Victoria's Secret, vous voyez des magasins qui sont pour la classe moyenne américaine et pour la haute classe. Et ce que cela signale, c'est ce que les sociologues appellent la gentrification. C'est-à-dire l'accaparement des zones installées par les pauvres, par les riches. Et c'est un processus qui a déjà démarré à Harlem. Durant mes recherches, mes enquêtes, les gens me disent que les locations sont en train d'être doublées ou triplées. Et les Sénégalais ne veulent pas sortir du tout. Parce qu'ils disent que si tu sors,
c'est fini, tu n'auras plus les moyens de louer ici. Mais puisque New York a un programme de location sociale, ceux qui ont loué depuis des années, leur location, l'augmentation de location est bloquée. C'est-à-dire, ça ne peut pas dépasser une certaine somme d'argent. Donc, ceux qui s'étaient installés à Harlem dans les années 80 et qui payaient $500 pour un grand appartement de 2 chambres et salon, ces gens-là aujourd'hui payent autour de 1400, 1500 parce que l'augmentation a été bloquée. Mais vous allez voir les commerçants et commerçantes. Elles te disent que c'est impossible de vivre ici parce qu'on ne peut plus payer. D'ailleurs, Africa Kene, l'un des restaurants est parti. La marmite est partie. J'ai compté 10 magasins que j'ai visités, elles sont parties. Les salles de tresse sont parties parce qu'elles ne sont pas protégées. L'association des Sénégalais aux États-Unis, qui paye 1500 par mois, paye maintenant 4500 par mois, puisque la location commerciale n'est pas protégée. Donc, l'avenir d'Harlem est en l'air. Personne ne sait ce qui va se passer. Et il est possible que les cols blancs vont reprendre Harlem et les pauvres qui se sont battus au prix de leur vie pour faire revivre Harlem risquent d'être chassés donc du quartier. Les autorités administratives new-yorkaises ont pris l'engagement de défendre les immigrants africains contre les prédateurs fonciers. Mais l'histoire nous dira si leurs efforts seront suffisants pour endiguer la boulimie foncière des investisseurs à la recherche de gains. De même, le futur du legs culturel africain sur Harlem reste incertain. La culture africaine pourra-t-elle survivre le départ des immigrés qui en sont les porteurs? Quel sera l'impact des jeunes générations africaines nées aux États-Unis? Voici des questions à méditer et qui, sans doute, vont inspirer de nouvelles recherches sur les Sénégalais d'Harlem. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher, pour cette brillante présentation et cette promenade dans les rues de Harlem et de Little Sénégal. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici et pour des expériences personnelles, vous avez raison, de Little Sénégal, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais je me rappelle quand j'étais là-bas, un ami m'avait amené à African Market et on était parti chercher du jumbo et du cake. Le poisson sec. Parce qu'à ce moment, il me disait que oui, mais je dis pourquoi ça? Il me dit non, toi tu ne cuisines pas quoi, parce que les cuisines parce que je ne pensais pas qu'on pouvait avoir tout ça. Ça dit qu'après, bon, de se faire envoyer des choses du Sénégal devenait obsolète. On n'a plus besoin des petits paquets là, parce qu'on peut, mais à condition d'aller à New York. Donc c'est très intéressant. Et aussi, bon, les senteurs, les odeurs, ça, il faut vraiment visiter quoi. Je ne pense pas que c'est des choses qu'on puisse décrire. Et pour le Ahmadou Bamba Day, oui. Ici, je crois que de plus en plus, les gens comprennent aussi le Ahmadou Bamba Day, parce que personnellement, j'y ai participé ici. C'est un forum quoi, avec une visioconférence. Et ici, je crois, à Dakar, on était au Mariste, chez les Isbutaki. Je crois qu'à l'époque, c'était Serine Bara qui avait demandé qu'on fasse un forum pendant le Magal qui puisse permettre de faire comprendre le Magal, quoi. Donc, et ça, ils en ont profité pour faire Ahmadou Bamba Day et participer au panel, c'était très intéressant. Et je crois qu'il y a aussi, oui, le repeuplement, il y a Atlanta aussi, parce que je connais beaucoup de gens qui ont quitté New York au moment où cette pression commençait dans les années 90. Parce qu'Atlanta aussi présente à peu près les mêmes figures que Little Sénégal. Je connais le Bamba Restaurant qui fait du très bon bororé aussi, donc au cas où tu vois de ce côté. Et peut-être qu'on va rebondir aussi sur la dernière génération, parce que vous avez bien parlé depuis le départ des premiers immigrants et des Mourou, mais aujourd'hui il y a les Sénégalais qui sont nés là-bas et qui ont un autre profil, qui vont dans les universités américaines, qui font les collèges américains et qui ne parlent même plus le Wolof, qui ne parlent plus le Pulaar, qui ne parlent plus le français. Donc là encore, peut-être que l'avenir peut venir de là. On a eu Obama comme président, hein, donc peut-être que demain aussi on aura un président qui... Oui. Voilà, on peut toujours rêver, puisque l'Amérique est le monde du rêve. Hein. Donc je vais ouvrir le débat et... Parce que l'invitation d'Harlem, c'est extraordinaire. La communauté juive s'est retrouvée là. Avant, c'était une communauté. Cette éthique migratoire, si on ne retourne pas dans les années 1912,
Et j'étais obligé de reprendre ma recherche et effectivement de m'inscrire maintenant dans cette continuité historique où les habitudes sont déjà formées en Afrique avant que les gens... Et c'est des habitudes mobiles. C'est des habitudes mobiles. C'est-à-dire c'est des pratiques que les gens peuvent avoir avec eux, qu'ils peuvent transporter. Donc il m'a fallu revenir encore en Afrique, au Sénégal particulièrement, pour voir la construction de ces habitudes et ensuite comment est-ce que ces habitudes voyagent et changent à travers le temps et à travers l'espace. Pour nos enfants, Dame et moi, nous avons le même problème. Nous sommes tous conservateurs. Nous voulons que nos enfants aiment le djemboudjen. Nous voulons qu'ils portent leur kaftan et vont à la mosquée. Nous voulons qu'ils parlent le fulbe ou le bambara ou le mandeng ou le wolof. Et nous sommes tous des Don Quichotte. Nous sommes tous des Don Quichotte. On ne peut pas se battre avec la culture américaine. En dehors de l'Amérique, encore moins à l'intérieur de l'Amérique. Donc ces jeunes gens-là, comme Dame l'a dit, sont des Américains originaires du Sénégal. Et probablement, on va trouver un moyen d'accepter cela. Qu'on le veuille ou pas, parce qu'on ne peut pas gagner. De toute façon, c'est plus fort que nous. Il n'y a rien à faire et accepter cette réalité, qui seront comme les Irish américains, comme les Jamaïcains américains, comme les Asians américains. C'est comme ça que les Sénégalais nos jeunes enfants vont continuer à vivre. Makodou parle de l'aspect démographique. C'est vrai, l'aspect démographique, je n'ai pas pu aborder les questions des lois sur l'immigration, mais ces lois sont importantes également. Il y a eu un certain nombre de réformes. La fameuse réforme de 1986, IRCA, Immigration Reform and... J'oublie un peu le slogan en français. Mais il y a eu une réforme en 1986 qui n'était pas destinée aux Sénégalais. Parce que c'est une réforme qui était destinée aux immigrants qui étaient aux États-Unis depuis 1983, si je ne me trompe, 1980. Et c'est une forme de régulation. Mais beaucoup de Sénégalais se sont infiltrés dedans. Ils ont cherché les affidavits, les déclarations sur l'honneur de leur mosquée pour dire qu'ils étaient là en 1980. Donc ils se sont débrouillés. Et la plupart d'entre eux ont eu donc leur papier légal et ont eu la carte verte, ou ont devenu des citoyens américains. Et en ce moment-là, puisque les lois migratoires aux États-Unis favorisent la réunion familiale, la différence entre l'Europe et les États-Unis sur les lois migratoires particulièrement, c'est qu'aux États-Unis, on encourage les familles d'être ensemble. Donc, dès l'instant qu'on a une carte verte pour la nationalité, on peut amener sa famille. Il y a d'autres lois, et la loterie, vous êtes tous au courant de la loterie. La loterie a également amené beaucoup de Sénégalais aux États-Unis. Mais les femmes également ont été favorisées. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles le nombre de femmes sénégalaises aux États-Unis est presque équivalent au nombre d'hommes, c'est d'abord les tresses, un métier extrêmement lucratif, mais c'est également le fait que l'ambassade des États-Unis, ici au Sénégal, pendant longtemps, a été très sympathique aux femmes. Les hommes avaient énormément de difficultés, mais les femmes avaient certaines facilités. Je n'en connais pas la raison, mais je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles, évidemment, il y a beaucoup d'étudiantes également, qui étaient au Canada et qui ont traversé la frontière, et d'autres qui étaient en France et qui sont venus directement aux États-Unis. Donc il y a eu ces changements-là qui ont favorisé l'accroissement démographique des Sénégalais. Maintenant, pour ce qui est je parle de contextualisation du message de Bamba et de sa fameuse déclaration de Massalikul Jinan, d'ailleurs, là où il parle de ne pas négliger son travail parce qu'il était noir. Je crois que, et ça c'est ma théorie, c'est son expérience avec les Maures particulièrement. Parce que pour Amadou Bamba, blanc c'est Maure d'abord. Parce que c'est avec eux qu'il a eu des interactions avec Cheikh Sidiya Baba, qui était son cheikh au début, mais également ses voyages en Mauritanie, et même les relations entre sa famille et les Maures. Et je crois que sa conscience raciale s'est construite sur la base des relations entre les Maures et les Noirs. Et je sais que ces Maures-là, quand on vous parle de Cheikh Sadibou, on vous parle de Cheikh Sidiya, leurs talibés sont là, ils font le fait aussi, mais ils avaient très peu de respect pour les Noirs, y compris les érudits noirs. Très peu de respect pour les érudits noirs. Et quand vous lisez ce qu'ils disent dans les archives aux Français, critiquent les Français pour donner de la considération à ces noirs-là, mais je ne suis pas de vrais musulmans. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il a construit donc, sa conscience raciale. Et lorsqu'il parlait de ne pas négliger un noir, parce que simplement c'est sa peau, ce n'était pas à l'endroit des Français. De toute façon, qui mettent tous. Mais c'était à l'endroit des Maures, à mon avis, et peut-être des Arabes dans une certaine mesure. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre cette citation-là.
Maintenant, sur les prédateurs fonciers, le problème de gentrification est extrêmement complexe et extrêmement puissant. Comment est-ce que les Sénégalais résistent? Il est très difficile de résister. Il est très difficile de résister parce qu'il y a une sorte d'alliance entre les investisseurs et les politiciens dans le domaine, dans les mairies. Les politiciens, c'est qu'ils servent l'investissement. S'il y a un gars qui va raser un monde là et construire quelque chose et amener des gens qui payent la taxe, qui payent les impôts, parce qu'aux États-Unis, les mairies s'enrichissent par les impôts qu'ils payent, eux, ils sont ouverts à ça. New York est une ville libérale, ils ont des maires démocrates, et la plupart du temps, ces maires essaient de protéger les lois qui protègent les pauvres locataires. Ça les aide un peu. Mais il y a autre chose qui est difficile à résister pour un Sénégalais. Ce que les entrepreneurs font, c'est qu'ils viennent chez toi et te disent, bon, si tu acceptes de quitter, je te donne $50 000 cash. Wow, Johnny, cash and carry. Et je vais te payer ton logement pour 6 mois, si tu arrives, si tu acceptes de quitter. C'est très difficile de résister à ça quand tu es au Gorgol. Parce que ce que les gens font, c'est qu'ils multiplient rapidement. 580 multiplié par 5000, c'est combien de millions? Tu vois? Donc c'est beaucoup de millions. Et il y a des gens qui cèdent. Il y en a qui ont accepté les $50 000, multiplié par 50, c'est 25 millions de francs CFA. Et ils quittent maintenant, ils s'en vont. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de place. Ils allaient au Bronx, maintenant le Bronx est gentrifié. Beaucoup maintenant vont à Jersey City. Not Jersey City, but New York. Ils sortent de New York, ils vont à New Jersey. Mais gentrification les retrouve là-bas également. D'autres résistent. Dans l'île de Sénégal, il y a une sorte de noyau dur. Là où je vais, quand je vais à New York, de noyau dur qui dit on ne quittera jamais ici. Okay? Ils résistent les 50 000, ils résistent tout ça. Maintenant, ce que les prédateurs fonciers font, c'est que si toi tu résistes, et les gens qui t'entourent ne résistent pas, ils achètent ces appartements-là et ils commencent à les casser. Tu vois ce que je dis? Donc, ils commencent à remodeler les appartements qui t'entourent. Le bruit, la poussière, et les locataires qui refusent de financer pour combattre les souris. Parce que le problème de New York, c'est les souris et les rats. Donc, il y a tout un tas de stratégies qu'ils utilisent pour rendre la vie impossible. Donc, si tu es chanceux et tu vis avec des gens qui ont la tête dure pour toi, tu as la chance. Mais si tu vis avec des gens qui ne résistent pas à l'appât du gain et qui acceptent de sortir, tu as des problèmes. Parce que les gens vont venir et ils vont créer une atmosphère invivable. Et ce n'est pas seulement Harlem, c'est également East Village. C'est également à l'intérieur de New York, près de Manhattan. Là aussi, les pauvres, pas blancs, pas noirs, mais les pauvres blancs, ont les mêmes problèmes. Là aussi, les entrepreneurs créent une situation qui simplement empêche les gens de vivre dans les régions, et particulièrement à Harlem, ce qui est regrettable particulièrement à Harlem, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est que quand les gens allaient là-bas, personne ne voulait y aller dans les années 90. Et des gens sont morts là-bas. Maintenant, les riches viennent et veulent prendre leur terre. C'est la même chose ici. C'est au Sénégal, à Dakar. Il n'y a pas de jour où tu ne vois pas à la télé des gens qui manifestent parce qu'on est en train de prendre leur terre. Surtout autour de Yamniado. C'est la même chose. Donc c'est la même politique d'accaparement des riches et de marginalisation des Noirs. Mais malheureusement, nous sommes dans une économie néolibérale et les États partout négligent les pauvres et n'ont aucun intérêt à défendre les pauvres. Je crois que j'ai fini mes questions. Ok. Ousmane. Quand j'étais étudiant, Allemagne, le mètre carré c'était 1000 francs. Maintenant, le mètre carré c'est au moins 200 000. En plus, 1 million. C'est 1 million le mètre carré. Ousmane, c'est tout à fait vrai. 1000 francs. Tu vois, là où j'habite, Scadiba, là où j'habite, j'ai acheté 150 mètres carrés en 1993. Je l'ai acheté à 1 200 000. Récemment, on m'a montré un terrain en construction, 150 mètres carrés. Devine le prix, 75 millions. Devine le prix, 75
15 millions. Mais je l'ai dépêché vous là. Donc, c'est un phénomène global. C'est un phénomène global. Merci beaucoup pour cette présentation. Ousmane, vous pouvez vous présenter. Parlez-moi. Mais tu peux graduellement l'éduquer dans ses valeurs, dans sa culture. Tu peux lui montrer en quoi il est important pour lui de savoir là d'où il vient. Parce qu'il n'est pas d'ici. Et un jour ou l'autre, tu le sauras. Et nous qui enseignons dans les universités américaines, nous le voyons tous les jours. Lorsque les étudiants viennent à l'université, ils se rendent compte très rapidement qu'ils ne sont vraiment pas américains. Parce que la première chose que les gens te posent, where are you from? Si tu s'appelles Mamadou, or Chukwuma, or Ogunleye, tu te dis, Ogunleye, where are you from? Mais Ogunleye est né à New York ou à Philadelphie. Mais il a Ogunleye dans son nom. Mon fils Bamba, les gens lui disent, mais Bamba Babou, where are you from? Parce que c'est pas méchant. Mais les gens assument qu'un certain nom, quand tu as un certain prénom et nom, tu ne dois pas être authentiquement américain. C'est à ce moment-là maintenant que la conscience se développe. Et ces jeunes-là, les premières années surtout qui viennent à l'université, ils demandent d'apprendre le Tui, d'apprendre le Bamana, d'apprendre le Hausa. Parce qu'ils veulent maintenant reconnecter avec leur pays d'origine, leur culture d'origine. Mais ça, personne ne l'a imposé. C'est leur conscience culturelle qui leur dit « retournons en Afrique ». Donc, nous pouvons les aider dans ce processus maintenant en les amenant à la mosquée de temps à autre avec une petite sucette là et ici. On peut toujours profiter de l'occasion pour leur donner des leçons. On peut les amener en Afrique. À chaque fois qu'on a la chance d'amener avec eux, pour qu'ils développent déjà cette conscience. Et une fois qu'ils vivent cette crise, pour qu'ils ne soient pas traumatisés. Il y a, ok, quand mon père m'a mené au Sénégal, etc., donc je comprends. Quand il m'a mené à Touba, etc., je comprends. Quand il m'a mené à Tiawan, ou quelque part au Fouta, me faisait mal l'attirer à quoi. Donc, c'est ça qu'il faut. On peut les aider dans ce processus, mais on ne peut rien forcer. Et je m'en arrête là. Merci beaucoup.